Il est 4h00 du matin, le 1er janvier 1945. La température est de 48 degrés. Le général Dietrich Peltz se tient dans un bunker près de la frontière allemande face à une carte qui promet tout. Le Troisième Reich s'effondre sur les deux fronts. Les armées soviétiques avancent vers Berlin. Les forces américaines et britanniques progressent à travers la France en direction de l'Allemagne. Les Alliés dominent totalement le ciel. Depuis le débarquement 6 mois plus tôt, les avions allemands sont traqués sans relâche. La Luftwaffe a perdu plus de pilotes qu'elle ne peut en remplacer. Les usines produisent pour des avions Oui-25 000 cette année, mais les pilotes qualifiés pour les piloter ont tout simplement disparu morts ou capturés. Mais Peltz est convaincu d'avoir conçu quelque chose qui peut tout changer, une seule opération, un seul coup décisif, capable de rétablir la supériorité aérienne allemande, au moins pour un instant, au moins assez longtemps, pour permettre à l'armée allemande de se réorganiser. Il appelle cela Das große Schlag, le grand coup. 900 chasseurs, chaque Jagdgeschwader du front occidental, chaque appareil encore capable de mission de combat, engagé dans une frappe synchronisée, unique contre 17 aérodromes, alliés en Belgique, en France et aux Pays-Bas. L'objectif est d'une brutalité absolue dans sa simplicité, détruire les forces aériennes ennemies au sol avant qu'elles ne se réveillent, les anéantir toutes en une seule attaque coordonnée. Peltz ne compte pas sur le courage. Il sait que le courage est inutile en 1945. L'ère de l'as individuel est révolue. L'ère du courage face à des forces écrasantes est terminée. Il mise sur autre chose, la surprise totale, absolue. Si les Alliés ne voient rien venir, si l'attaque atteint une surprise tactique complète, si les jeunes pilotes peuvent détruire les avions ennemis avant même qu'ils ne décollent, alors peut-être cette opération peut changer le cours de la guerre, ou au moins retarder la défaite allemande de quelques semaines. Mais cette logique contient une faille fatale. Pour atteindre une surprise totale, Peltz a imposé un secret absolu. Les ordres ont été diffusés uniquement selon le principe du « besoin d'en connaître ». L'armée ne sait rien. La marine ne sait rien. Plus grave encore, les milliers de servants de la flak allemande, déployés à travers les pays du Benelux. Les hommes armés de canons de 20 mm et de 37 mm chargés de défendre le ciel n'ont pas été informés que 900 avions allemands vont survoler leur position à l'aube. Peltz reçoit des rapports provenant des points de rassemblement dans l'obscurité précédant l'aube à Gütersloh, Rheinachmer et Twente. Les avions sont préparés dans le froid glacial, des Focke-Wulf 190 et des Messerschmitt Bf 109 appareils au total, la plus grande concentration de chasseurs que la Luftwaffe ait réunie depuis 1943. Les équipes au sol travaillent dans un froid mordant, réchauffant les moteurs, avec le peu de carburant disponible, vérifiant les instruments à la lumière des lampes de poche. Mais Peltz sait quelque chose que les jeunes pilotes ignorent, quelque chose qui définira toute l'opération. Il regarde la liste devant lui. Schmitt, 19 ans. Weber, 18 ans. Hartmann, 20 ans. Müller vient d'avoir 17 ans. 180 noms sur cette page seulement. 180 remplaçants. Certains n'ont jamais volé en formation. Certains n'ont jamais récupéré d'une vrille. Certains n'ont jamais entendu une balle traverser un avion. Ils savent décoller, ils savent atterrir, mais ils n'ont jamais navigué à 300 miles à l'heure, dans l'obscurité au-dessus d'un terrain complexe. Ils n'ont jamais combattu sous le feu de la DCA. Ils n'ont jamais dû retrouver leur chemin lorsque leur chef de formation est abattu. Ils n'ont jamais connu le combat. Ce ne sont pas les pilotes,
de 1940 qui se sont battus, au-dessus de la Grande-Bretagne qui connaissait chaque ruse du combat aérien, capable de voler aux instruments à travers les nuages, les yeux fermés. Ces hommes sont morts, hospitalisés, ou brûlés si gravement qu'ils ne voleront plus jamais. Les commandants expérimentés qui ont appris le vol en formation au combat sur le front de l'Est, qui savent se tirer de situations impossibles, sont rares et dispersés. La plupart des survivants de la campagne de Russie sont morts. Voilà ce qu'il reste de la Luftwaffe en 1945. Des centaines d'avions disponibles, très peu de carburant, 900 jeunes hommes, pour la plupart encore adolescents, envoyés directement de l'entraînement vers le combat, le plus dangereux imaginable. Peltz repose la liste et ferme les yeux. Il connaît les mathématiques de ce désespoir. Si cette attaque échoue, si les pertes sont trop lourdes, la Luftwaffe cessera d'exister comme force combattante. Il y aura encore des avions, oui, mais il n'y aura plus de commandement expérimenté, plus personne pour former la génération suivante. Ces noms sur cette liste, la plupart, ne rentreront pas. Sa solution est élégante dans son désespoir, le système des Pathfinder. Plutôt que de passer des mois à former de meilleurs pilotes, tant que la Luftwaffe n'a plus, il confie la tête des formations à des chasseurs de nuit bimoteurs, Junkers Ju-88, des appareils lourds plus lents que les chasseurs monomoteurs, mais équipés des meilleurs systèmes de radionavigation que l'ingénierie allemande puisse fournir. Ces avions agiront comme des oisemères, guidant les jeunes pilotes inexpérimentés à travers le territoire hostile jusqu'à leurs objectifs. Les Pathfinder assureront la navigation. Les jeunes pilotes feront le combat. C'est une solution technologique à un problème humain. À 8h20, le signal est donné. Les moteurs rugissent simultanément sur 5 bases. Le vacarme est assourdissant. 900 avions quittent le sol, la plus grande force jamais assemblée depuis 1943. Pendant un instant, en les regardant s'élever dans le ciel sombre, Peltz ressent tout le poids de ce qu'il a conçu. Ses pilotes, Schmidt-Weber, Hartmann-Müller et tous les autres inscrits sur sa liste, volent droit dans un piège. Les formations pénètrent dans la zone de combat. À 8h30, exactement comme prévu, moteur, hurlant à plein régime, formation serrée et disciplinée. Les jeunes pilotes sont concentrés sur leurs instruments, sur leur chef, sur le maintien d'une position parfaite dans la lumière de l'aube. Les rapports affluent dans le bunker de Peltz depuis les aérodromes en contrebas. Les formations tiennent les Ju-88 Pathfinder, guident parfaitement, la discipline radio est irréprochable, le timing est exact. L'élément de surprise est total. Aucun chasseur allié n'a décollé. Aucun tir de DCA, rien que le silence. Pendant un instant, Peltz s'autorise à croire que le grand coup pourrait réellement réussir, que le courage, la planification et la technologie pourraient surmonter les défaillances du système, que cette opération peut changer le cours de la guerre. Puis à 9h15, tout bascule. Un pilote hurle à la radio, la voix brisée par une panique brute. Flak, flak allemande, nous sommes sous le feu de notre propre camp. Flak à 2h. Peltz sent quelque chose de glacé le traverser. Non à cause de l'ennemi, mais à la réalisation que sa propre stratégie a piégé ses propres pilotes. Sous les formations, la 16e division de Flak a été pilonnée pendant des semaines par les chasseurs bombardiers alliés. Les hommes sont nerveux, épuisés, prompts à tirer. Ils ont appris une seule règle: si vous entendez un avion, vous tirez. Ils entendent des appareils volant à basse altitude, des formations bimoteurs arrivant de la direction de l'Allemagne. Ils n'attendent pas. Ils ne posent pas de questions. Ils tirent. Le ciel explose sous le feu de la DCSO allemande. Canon de 20 mm allemand. Canon de 37 mm allemand. Les obus hurlent vers le ciel.
Des obus allemands déchirent l'aluminium allemand. Le premier Ju, 88 Pathfinder, est touché de plein fouet. L'obus transperce le fuselage. Le moteur droit s'embrase. Fumée. Le pilote lutte avec les commandes. L'appareil devient instable et plonge vers la forêt en contrebas. La formation perd soudain son guide. Les jeunes pilotes, derrière le Pathfinder abattu, n'ont plus de navigation, pas de cartes, aucune expérience du vol en formation, sans commandement. Ils se dispersent dans la panique. Certains montent pour échapper à la flaque, devenant immédiatement visibles pour les radars alliés qui les attendent au-dessus. D'autres poursuivent seuls, espérant trouver leurs objectifs à vue volant, désormais sans guidage. La discipline de formation s'effondre complètement. Des avions entrent en collision. Des chocs aile contre aile détruisent les deux appareils. D'autres sont abattus par leur propre batterie de flak. Des artilleurs allemands tirent sur des silhouettes qu'ils ne peuvent identifier suivant le protocole, faisant leur devoir, tuant les leurs. Les radios se remplissent de cris. Panique, confusion, mort. Les chefs de formation expérimentés sont morts ou désorientés. Les jeunes pilotes n'ont plus personne à suivre. Les rapports qui parviennent au bunker de Peltz sont fragmentaires et pas de contact ennemi, mais une flaque intense venant de positions amies des collisions des formations qui se disloquent. Le grand coup se vide de son sang avant même d'atteindre l'ennemi. Ses propres défenses sont en train de tuer systématiquement ses propres pilotes. C'est à cet instant que Peltz comprend. Le prix de la surprise, c'est l'autodestruction. Malgré le massacre par tir ami, les survivants atteignent leurs objectifs. La vue de la caméra embarquée dans le cockpit d'un FW-190 montre le paysage défilant. À une vitesse terrifiante, 300 miles à l'heure. Les cimes des arbres clignotant sous l'aile, les mains gantées, du pilote ferme sur le manche. Puis, l'aérodrome apparaît. Bruxelles est vert. En dessous, Eindhoven. À l'est, Metz. Au sud. Au sol, les avions sont alignés comme des canards sur un étang. Des Spitfire, ailes contre ailes, en rangée parfaite. Des Typhoon, en formation impeccable. Des P-47 Thunderbolt, stationnés au soleil, ravitaillés près immobiles, ne décollant pas silencieux, attendant. La surprise est totale, absolue, complète. À travers l'objectif de la caméra, il n'y a pas de temps pour comprendre ce que cela signifie. Il n'y a que la vision de proies vulnérables, en dessous le tir mécanique des mitrailleuses, l'explosion des réservoirs de carburant. Les survivants du massacre par tirs amis attaquent les rangées d'avions stationnés avec une intensité obsessionnelle. Les mitrailleuses crachent, les réservoirs explosent comme des feux d'artifice, les munitions s'enflamment en explosions secondaires, les hangars s'effondrent sous l'assaut. Depuis les airs, on ne voit pas les hommes mourir au sol. On ne voit que la destruction, la fumée, les incendies. Les Britanniques perdent plus de 100 avions en quelques minutes. Les Américains en perdent des dizaines d'autres. Les escadrons canadiens voient leurs Typhoon brûler sur les lignes. Peltz reçoit des rapports de succès qui filtrent à travers le chaos radio. Les pilotes décrivent ce qu'ils voient, des avions détruits, des incendies de carburant, de la fumée, s'élevant des aérodromes. Pendant ces 20 minutes, seulement 20 minutes, il ressent quelque chose qu'il n'avait plus éprouvé depuis 1940, la justification. Son plan fonctionne. La surprise a été obtenue. La Luftwaffe n'a pas perdu sa capacité de frapper. Mais la guerre d'un commandant ne se gagne pas en instants. Elle se gagne par les mathématiques, la logistique, les taux de remplacement, par le calcul brutal de la guerre industrielle. À chaque fois qu'un pilote allemand effectue une seconde passe, les artilleurs alliés, qui disposent de systèmes de communication fonctionnels, d'une chaîne de commandement
établi capable de se coordonner, se réveille. Les canons Bofors entrent en action. Les officiers hurlent des ordres. Le chaos se transforme en un feu anti-aérien discipliné. Les pilotes alliés qui ont survécu à la première attaque se précipitent vers leurs chasseurs, intacts. Les Spitfire commencent à s'élever depuis les pistes. Les Thunderbolt roulent pour décoller. Les pilotes, allemands grisés par la destruction, par la vision de leurs bombes, atteignant enfin leurs cibles après des mois d'échecs, restent trop longtemps. Ils effectuent des passes supplémentaires. Ils tentent leur chance. Ils veulent une passe de plus, un avion détruit de plus, une victoire supplémentaire à rapporter, et ils commencent à tomber. Peltz reçoit les premiers rapports de pertes allemandes lors du retour. Un chasseur manquant à l'appel, une escadrille signalant un appareil abattu, un autre rapport pilote éjecté, statut inconnu. Les mathématiques commençant à s'inverser. Peltz attend dans son bunker comptant les avions qui rentrent, tandis que la lumière de l'après-midi s'éteint et que le soir approche. Le vol de retour devient une marche de la mort. De jeunes pilotes, désorientés et épuisés. Le carburant est à un niveau critique, volant sur les dernières vapeurs, compas, endommagé, radio, défaillante, feu de navigation, criblé de balles. Les formations qui avaient quitté leur base en unités coordonnées le matin ne sont plus que des avions isolés, chacun tentant de retrouver son chemin dans l'obscurité grandissante. Et à la frontière allemande, les attend la même flaque, toujours non informée, tirant toujours sur tout ce qui bouge. Les mêmes canons qui les ont massacrés à l'aller les attendent pour les massacrer au retour. Les rapports arrivent par fragments à mesure que la nuit tombe. À la JG6, le commandant compte les appareils qui reviennent. Il avait envoyé 70 chasseurs. L'un atterrit endommagé. Un autre se pose en catastrophe sur le ventre. À la tombée de la nuit, seuls 10 sont revenus indemnes. 60 chasseurs ont disparu. 60 pilotes. La plupart ne reviendront jamais. À la JG1, le carnage est similaire. À la JG3, le même schéma se répète sur tout le front occidental. Les commandants d'élite, les hommes qui avaient survécu à la bataille d'Angleterre, au front russe, à la Normandie, sont portés disparus, non capturés, mais morts, éparpillés, à travers la campagne belge, dans leurs avions en flammes. Peltz reçoit le décompte final, alors que la nuit recouvre entièrement l'Europe occidentale. La Luftwaffe a détruit environ 300 avions alliés. Les chiffres sont encore en cours de confirmation, mais les dégâts sont réels, significatifs. Mais Peltz connaît trop bien les mathématiques de la guerre moderne. Les Alliés peuvent produire 300 avions en une semaine. Leurs usines à Detroit, Manchester, dans le Connecticut, fabriquent des appareils plus vite qu'ils ne peuvent être livrés aux aérodromes opérationnels. Le coût pour l'Allemagne est écrasant, plus de 270 chasseurs, détruits en une seule journée. Plus grave, encore 143 pilotes, tués 70 capturés, 21 blessés. Parmi les morts figurent 3 Gruppenkommandeur, des commandants de groupe, supérieurs, 5 commandants de groupe, des chefs d'escadre, 14 commandants d'escadrille. Le savoir institutionnel de 5 années de guerre, anéanti en une seule matinée. Peltz reste assis, en silence, lisant les rapports finaux, tandis que la lumière du soir s'éteint derrière les fenêtres du bunker. Le grand coup a réussi sur la carte. Sa planification était parfaite, son exécution était solide. Pendant 20 minutes, seulement 20 minutes, la Luftwaffe a accompli exactement ce qu'elle avait prévu. La surprise a été obtenue. Les attaques ont été coordonnées. Les avions ont été détruits. Mais l'opération a échoué dans la réalité
face aux mathématiques impitoyables de la guerre moderne. Elle a échoué parce qu'il avait négligé quelque chose de fondamental. Un système incapable de communiquer avec lui-même est un système qui se détruit lui-même. Son obsession du secret total, nécessaire pour surprendre les Alliés, a rendu impossible l'identification mutuelle de ses propres forces. Ses propres pilotes ont été abattus par ses propres canons. Ses propres avions se sont percutés dans le chaos. Les Pathfinders censés guider les jeunes pilotes ont été abattus par des tirs amis. Les formations censées maintenir la discipline se sont dispersées dans la panique. Le prix de la surprise infligée à l'ennemi a été l'anéantissement de l'intérieur. Le courage individuel. Ces jeunes pilotes, plongeant sur les aérodromes ennemis, effectuant plusieurs passes, détruisant des avions, ne peut pas compenser un système brisé. Aucun courage ne peut réparer une structure de commandement qui ne communique pas avec elle-même. Aucun sacrifice ne peut compenser une planification défaillante au plus haut niveau. Le pilote le plus courageux du monde ne peut survivre à un missile ou un obus de tir ami provenant de sa propre batterie de flak. Peltz vient d'assister à la mort finale de la Luftwaffe, non sous les coups de l'ennemi, mais sous le poids de ses propres contradictions internes, de son incapacité à se coordonner, du prix payé pour avoir privilégié la surprise tactique au détriment de la cohérence stratégique. Dans les jours qui suivent, les rapports finaux sont compilés et recoupés avec les renseignements alliés. La Luftwaffe a détruit environ 270 avions. Des dégâts importants, des pertes réelles, mais les Alliés ne perdent que du matériel et très peu d'hommes, car la plupart prenaient leur petit déjeuner ou dormaient lorsque l'attaque a commencé. Des lendemains de réveillon du Nouvel An. La guerre semblait lointaine. Les avions les Alliés en produisent davantage. À la fin de la semaine, plus d'appareils sont arrivés sur les aérodromes bombardés qu'ils n'en avaient été détruits. Les Alliés disposent de dizaines d'usines produisant des centaines d'avions par mois. La production américaine à elle seule dépasse l'ensemble de la production aéronautique allemande. Les Allemands, eux, perdent 200 pilotes. Expérimentés, des pilotes irremplaçables, des vétérans, ayant survécu à plusieurs campagnes, des chefs de formation, dotés de savoir, des hommes capables de former les autres, des hommes qui comprenaient le combat, aérien, un capital de connaissances institutionnelles, littéralement consumé dans le ciel, en une seule matinée. À la fin du mois de janvier, la force de chasse allemande sur le front occidental est presque anéantie. Les Jagdgeschwader, qui ont volé le jour de l'an, peineront à aligner le moindre avion en état de voler durant les derniers mois de la guerre. La Luftwaffe volera encore, oui, mais comme une force marginale, n'étant plus une menace, incapable de mener des opérations soutenues. Mais l'échec de Peltz va bien au-delà des chiffres. Il révèle une vérité qui définira chaque conflit des 100 années suivantes. Dans la guerre moderne, les systèmes triomphent du courage. L'organisation triomphe de la volonté. La communication triomphe de la bravoure sous le feu. Les jeunes pilotes allemands morts, le 1er janvier 1945, étaient courageux. Ils ont affronté des forces écrasantes. Ils ont effectué de multiples passes sous le feu de la DCA. Ils ont détruit des avions. Ils sont morts en combattant. Mais leur courage n'a rien changé, parce que le système, la structure de commandement, le réseau de communication, la logistique, était brisé au-delà de toute réparation. Peltz avait conçu un plan tactique parfait, mais il avait négligé quelque chose de fondamental. La guerre du XXe siècle ne se décide pas par l'héroïsme individuel. Elle se décide par la capacité de milliers de personnes à se coordonner, à communiquer, à fonctionner comme un organisme cohérent, unique. Les Allemands, en 1945,
avait perdu cette capacité. L'opération Bodenplatte fut la dernière grande offensive de la Luftwaffe durant la Seconde Guerre mondiale. L'opération réussit sur le plan tactique. Les pilotes atteignirent leurs objectifs. Ils détruisirent des avions. Pendant 20 minutes, les Allemands accomplirent exactement ce qu'ils avaient prévu. Mais l'opération échoua sur le plan stratégique. Elle échoua de manière catastrophique. Elle prouva qu'aucune quantité de courage ne pouvait sauver un système en train de s'effondrer. Aucun sacrifice ne pouvait réparer une structure de commandement incapable de communiquer avec elle-même. Aucune bravoure ne pouvait surmonter le problème fondamental. Le système consuma ses propres pilotes comme carburant. Peltz fut libéré de captivité à la fin de la guerre. Il vécut jusqu'en 1952 assez longtemps pour voir ce que son opération avait coûté assez longtemps pour savoir que l'opération Bodenplatte avait été en effet la dernière grande offensive jamais tentée par la Luftwaffe. L'institution qui avait dominé le ciel européen en 1940 avait disparu. La Luftwaffe boiterait jusqu'à la fin de la guerre, avec des unités dispersées, effectuant des patrouilles défensives, mais ne serait plus jamais capable de lancer une frappe coordonnée. La chasse allemande était morte, non sous les coups de l'ennemi, mais à cause d'une mauvaise communication, du secret du prix payé pour la surprise. Telle est la leçon que nous enseigne l'échec de Peltz, pas seulement pour 1945, mais pour tous les conflits qui ont suivi pour toute organisation qui s'est effondrée de l'intérieur. Les jeunes pilotes morts le 1er janvier 1945 étaient aussi courageux que n'importe quels autres aviateurs de l'histoire. Ils ont affronté des risques qu'ils comprenaient. Ils ont volé vers le feu. Ils sont morts en combattant. Mais leur courage n'a rien changé, parce que le système, l'organisation, était brisé. Dans la guerre moderne, dans les affaires modernes, dans la société moderne, les systèmes battent le courage à chaque fois. On ne répare pas un système défaillant avec de l'héroïsme individuel. On ne colmate pas un échec organisationnel par la bravoure personnelle. L'opération Bodenplatte fut le dernier souffle de la Luftwaffe. Elle fut aussi une démonstration parfaite d'un principe qui allait définir le reste du XXe siècle, et au-delà, le camp qui communique, gagne le camp qui se coordonne, gagne le camp qui maintient la cohérence organisationnelle, gagne. Le courage, seul, meurt sur le tarmac, attendant des ravitaillements, qui n'arrive jamais obéissant à des ordres contradictoires, abattu par son propre feu défensif. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a marqué, ce moment où le plan parfait d'un commandant s'est autodétruit, de l'intérieur, pensez à aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres récits. Oubliez de la Seconde Guerre mondiale, sur la façon dont les systèmes l'emportent, sur le courage dont les organisations écrasent la volonté et dont la communication est la plus grande force de la guerre moderne. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà vu un système s'effondrer de l'intérieur à cause d'une mauvaise communication? D'où nous regardez-vous? Quels autres combats et histoires oubliées aimeriez-vous que nous explorions? Ensuite, votre engagement et votre soutien nous aident à continuer à raconter ces histoires puissantes à tous ceux qui veulent comprendre comment fonctionne réellement la guerre moderne.